Bien, nous nous étions arrêtés sur la mission de Jean Moulin, hein, donc en 1943, qui était donc chargé de mettre sur pied une instance politique qu'on appelle le Conseil national de la résistance, instance donc qui réunissait les différents mouvements de résistance, les représentants des syndicats et les représentants des anciens partis politiques de la Troisième République. Alors ici, dans le cours, je vous ai présenté un extrait du programme du Conseil national de la résistance. Vous allez voir que c'est un véritable programme politique, économique et social, hein. D'ailleurs, sur le plan politique, son objectif, c'est d'assurer l'établissement de la démocratie la plus large, en rendant au peuple français, pas française, hein, par le rétablissement du suffrage universel, l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi, la liberté de la presse, la liberté d'association, de réunion, le respect de la personne humaine. Donc sur le plan politique, c'est une véritable opposition à la dictature de Vichy. C'est le rétablissement de la démocratie, c'est le rétablissement du suffrage universel qui n'existe plus sous Vichy, et d'un certain nombre de libertés comme la liberté de la presse, la liberté d'association, de réunion, et l'égalité de tous les citoyens. Ça veut dire évidemment plus de discrimination raciste du type l'antisémitisme. Sur le plan économique, c'est également un véritable programme, hein, puisqu'ils veulent une véritable démocratie économique et sociale. Ils ne veulent plus des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie, c'est-à-dire qu'ils veulent casser certains grands groupes industriels qui dirigeaient l'économie. Le retour à la nation des grands moyens de production, c'est-à-dire que la nation française ait l'appartenance des grands moyens de production. Ça va être par exemple les mines de charbon vont appartenir à la nation française. La Société nationale des chemins de fer français, la SNCF, va appartenir à la nation également. Euh, les ressources énergétiques vont être nationalisées, ainsi que les richesses des sous-sols, comme le charbon, les compagnies d'assurance, les grandes banques. Et enfin, sur le plan social, donc c'est un programme vraiment complet, plus que va être mis en place la sécurité sociale. Donc la sécurité sociale que vous connaissez aujourd'hui, hein, vous savez, via la carte verte, là, qui vous permet par exemple, avoir vos soins qui sont remboursés chez le médecin ou pour n'importe quel type d'opération ou de radio. Eh bien, la sécurité sociale, elle est créée par le Conseil national de la résistance, qui vise à assurer donc à tous les citoyens français des moyens d'existence. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas que la sécurité sociale, il y a également toutes les aides sociales qui existent en France, découlent finalement du Conseil national de la résistance. Donc il souhaite fonder une république nouvelle, donc il y a bien le rétablissement de la république qui est annoncé, qui balayera le régime de basse réaction instauré par Vichy, c'est-à-dire le régime de retour en arrière qui est celui de Vichy, et qui rendra aux institutions démocratiques et populaires l'efficacité que leur avaient fait perdre les entreprises de corruption et de trahison qui ont précédé la capitulation. Ainsi sera rendue possible une démocratie qui unisse au contrôle effectif exercé par les élus du peuple la continuité de l'action gouvernementale. Donc tout ça pour dire que le programme du Conseil national de la résistance n'est pas seulement un programme de résistance, c'est un programme également qui anticipe la France d'après l'occupation, qui anticipe la France d'après la fin de l'État français, c'est-à-dire du régime de Vichy, c'est-à-dire le retour de la République, le retour de la démocratie et la nouvelle France qui doit être mise en place à la Libération. Alors, la résistance française qui donc s'est fédérée grâce à Jean Moulin, hein, ça va être ce qu'on va appeler plus tard les forces françaises de l'intérieur, qui s'ajouteront aux forces françaises libres, donc les FFL autour du général de Gaulle sont à Londres, donc elles sont composées de troupes françaises et de troupes coloniales, hein. C'est dans les FFL que vous trouvez les troupes originaires d'Afrique du Nord, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou bien d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire du Mali, du Sénégal, du Niger ou bien encore d'Indochine. Donc vous avez les FFL qui se battent en dehors de la France. Et puis à l'intérieur de la France, eh bien, les mouvements de résistance se fédèrent et ceux qui combattent au sein de la résistance vont porter le nom de FFI, c'est-à-dire les Forces françaises de l'intérieur. Et puis finalement, les FFL et les FFI vont donc être unis par un chef commun. Le chef à l'extérieur et le chef à l'intérieur, ça sera le même, ça sera De Gaulle. Donc la résistance française, elle va, par toutes ses actions, participer grandement à la libération du territoire national, hein. D'ailleurs, je crois que de me souvenir que c'est le général Eisenhower, le commandant en chef du débarquement américain en Normandie, qui a dit que le débarquement en France n'aurait jamais pu être possible sans toutes les actions de la résistance française, qui a tout fait pour saboter justement la possibilité des Allemands d'amener des renforts pour essayer de repousser les Américains et les Anglais à la mer.
Et donc toutes les actions de résistance ont vraiment considérablement ralenti l'armée allemande et permis donc au débarquement anglo-américain d'être une réussite. Donc ils vont participer à la défaite de l'Allemagne nazie, hein, ces résistants. Et une fois que le débarquement américain aura lieu le 6 juin 1944, puis le débarquement américano-français en Provence le 15 août 1944, eh bien, au fur et à mesure, les forces françaises de l'intérieur, c'est-à-dire les résistants, vont rentrer dans l'armée française, grossir les rangs de l'armée française officielle, et vont contribuer donc à la libération du territoire et à chasser les nazis du territoire national, et puis ils vont même poursuivre le combat en dehors du territoire national, et notamment en Allemagne. Ce qui permettra à la France, grâce à ces forces françaises libres de Gaulle et les forces françaises de l'intérieur, d'avoir sa place parmi la table des vainqueurs en 1945. Il y aura évidemment l'Angleterre, l'Allemagne et l'URSS, mais la France également sera invitée lors, par exemple, de la capitulation allemande le 8 mai 1945. Euh, donc le régime de Vichy, bah, lui, il s'effondre, hein, évidemment. Les partisans de Pétain, on va dire que ses ministres, les gens les plus proches du gouvernement, sont emmenés de force avec Pétain en Allemagne, dans un château qui s'appelle Sigmaringen, dans le sud de l'Allemagne, près de la Bavière, dans une province qui s'appelle le Bade-Württemberg. Et puis, bah, Pétain finira par se rendre aux autorités françaises, hein. Il va d'abord aller en Suisse, il va se constituer prisonnier. Puis, après la guerre, il sera condamné à mort. Et puis, le général de Gaulle, par souvenir des hauts faits de gloire du général Pétain, notamment pendant la Première Guerre mondiale où il avait remporté la bataille de Verdun, et aussi par souvenir d'une amitié commune qu'ils avaient eue, puisque de Gaulle jadis avait servi sous les ordres de Pétain. Eh bien, De Gaulle va transformer la peine de mort de Pétain en prison à vie. Bon, sachant que quand il est condamné à mort en 1946, il a déjà 90 ans, si mes souvenirs sont bons, et il va mourir en 1951 sur l'île Dieu à 95 ans. Donc, il sera enterré d'ailleurs là-bas, dans le cimetière de l'île Dieu. Alors, le régime de Vichy s'effondre et ça va être le moment des règlements de compte. Parce que, évidemment, il y a eu des Français qui ont été partisans de la collaboration, qui ont donc aidé les Allemands, qui ont trahi des résistants, qui ont aidé le gouvernement de Pétain et notamment sa police politique, la milice, qui ont donc envoyé à mort des Français. Donc ces Français qui avaient été partisans de l'Allemagne, eh bien, ils vont subir les règlements de compte de la libération. Et ces règlements de compte vont parfois être particulièrement violents entre ceux qu'on appelle les résistants et ceux qu'on appelle les collaborateurs. Alors, je peux vous dire qu'en 1944, il y avait beaucoup plus de résistants, bizarrement, qu'en 1943. Tout le monde était tout d'un coup résistant et personne n'avait été collaborateur. Alors que c'est bizarre, pourtant en 1940, hein, quand le maréchal Pétain se rendait dans n'importe quelle commune en France, il était acclamé par toute la population. A priori, à ce moment-là, les résistants étaient relativement rares. Alors, ces règlements de compte vont porter en France le nom d'épuration. Et au total, cette épuration va causer quand même la mort d'environ 9000 personnes, sans compter les exactions commises, notamment contre les femmes. Alors vous avez ici des photos, hein, qui ont été prises montrant ce qu'on appelle l'épuration sauvage, hein, c'est-à-dire que c'est une épuration qui est faite pas forcément en respectant les ordres du gouvernement, hein. C'est des gens qui se vengent, notamment ici en Dordogne, hein, dans un département voisin de la Haute-Vienne. Et vous voyez ici des femmes, alors en symbole de leur collaboration, et notamment de leur collaboration horizontale, parce qu'elles avaient eu le malheur, par exemple, de tomber amoureuses d'un Allemand. Donc on parlait de collaboration horizontale, je vous laisse deviner pourquoi. Eh bien, on leur tondait les cheveux, on leur coupait les cheveux, parce que les cheveux sont symbole de féminité, et on leur mettait une croix gammée sur le front, voire parfois même on leur gravait avec un couteau, c'était encore plus sadique. Et ces femmes ensuite étaient promenées en ville où les gens leur balançaient des œufs, des tomates, leur crachaient dessus, les insultaient, leur donnaient des coups et parfois même aller jusqu'à des meurtres. Donc je vous dis, au total, l'épuration a fait 9000 morts. Ça a été l'occasion de grands règlements de compte dans les villages et parfois des résistants de la dernière heure, hein. Vous savez, ceux qui sont devenus résistants le 6 juin au matin, c'est-à-dire au moment du débarquement de Normandie, se sont empressés d'essayer de se montrer beaucoup plus fanatiques que les autres pour bien faire croire qu'ils avaient été de vrais résistants et donc ils n'hésitaient pas à se venger sur des gens qui finalement
étaient pas tant coupables que ça. Donc cette épuration au début elle est sauvage, puis il va y avoir la mise en place de tribunaux qui vont être dédiés à l'épuration, c'est-à-dire pour essayer de nettoyer la police, pour essayer de nettoyer l'administration française, les juges qui avaient été trop collaborateurs, trop proches de l'Allemagne ou qui par exemple avaient manifestement livré des juifs ou des communistes ou des résistants. Et donc il y a eu de nombreux procès jusqu'en 1951. À partir de 1951, il y a eu ce qu'on appelle en quelque sorte une loi d'amnistie, c'est-à-dire que entre guillemets, on arrêtait de juger les crimes de la Seconde Guerre mondiale et on passait à autre chose. Ces procès ont conduit quand même à de nombreuses condamnations et parfois par contumace. Par contumace, ça veut dire que vous êtes condamné en votre absence du procès. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, on savait qu'elles avaient commis des méfaits, mais on n'a pas réussi à les arrêter. Donc on les condamnait en disant si jamais elles retombent dans les mains de la justice, elles seront déjà condamnées à telle peine de prison. On dit que vous êtes condamné par contumace. Euh, et puis voilà pour ce qui en est de l'épuration, qui a été une période assez sinistre hein, de l'histoire de France, ces grands moments de vengeance collective. Et voyez un peu le sourire presque sadique de ce Français qui est en train de tondre cette fille qui, évidemment, ils ont des têtes complètement atterrées. Et évidemment, ces épurations se faisaient en public devant la foule qui criait vengeance, vengeance. Bien, c'en est fini de la Seconde Guerre mondiale proprement dite, hein, après un long passage dessus, nous allons voir finalement le nouvel ordre international qui a lieu après cette Seconde Guerre mondiale, hein, dans une dernière partie, dans un grand 4. Et nous allons voir notamment en grand A la création d'une organisation supranationale qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies, que vous connaissez sous l'abréviation ONU ou ONU, et les espoirs de paix que va entraîner la création de cette organisation. Et nous allons noter comme problématique dans quelle mesure la création de l'ONU pose-t-elle les bases d'un nouvel ordre international. Alors, le premier point porte sur la naissance de l'Organisation des Nations Unies, hein, ou ONU. Cette naissance a lieu très précisément le 26 juin 1945, donc à peu près un mois et demi après la capitulation allemande, alors que l'on continue de se battre dans le Pacifique entre les États-Unis et le Japon. Hein, la guerre n'est pas finie encore, mais la Charte des Nations Unies est signée le 26 juin, donc à l'Opéra de San Francisco, après de vifs débats. Donc, qu'est-ce que va créer cette charte des Nations Unies? Elle va créer une organisation donc, qui s'appelle l'ONU, dont le but est de maintenir la paix dans le monde, et dont le but est surtout d'éviter les erreurs qui ont été commises au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec la création de la SDN, qui veut dire la Société des Nations. L'objectif de cette SDN, c'était de maintenir la paix dans le monde pour éviter que ce qui s'était passé pendant la Première Guerre mondiale se reproduise. Mais le problème, c'est que la SDN n'avait aucune armée, donc aucun moyen d'intervenir autre qu'économiquement avec des sanctions pour essayer d'empêcher les belligérants de se battre, alors que l'ONU, lui déjà, va être crédité d'une armée, donc on va appeler les casques bleus, qui est là pour s'interposer entre les différents ennemis, entre les différents belligérants. Et en plus, les États-Unis, qui ne faisaient pas partie de la Société des Nations, vont faire partie de l'ONU, ce qui va changer beaucoup de choses. Donc la réflexion autour de la création de l'ONU va avoir lieu très tôt, puisqu'elle va commencer dès la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on est encore en train de se battre. On va déjà réfléchir, et notamment les alliés, les États-Unis, l'Angleterre, vont déjà réfléchir à une nouvelle organisation de paix pour trouver une nouvelle organisation, surtout pour maintenir la paix. Il va y avoir notamment le rôle très important qui va être joué par le président américain qui s'appelle Franklin Delano Roosevelt, donc le président qui est en poste aux États-Unis depuis 1932 et qui va malheureusement mourir en avril 1945, à peine un mois avant la capitulation allemande. Et donc ce président, il veut créer une organisation qui garantisse la paix, ça on l'a déjà dit, mais aussi les libertés et le développement, et notamment des pays les plus pauvres, parce qu'il estime que plus les pays seront développés, meilleure sera la vie des habitants sur Terre, et moins les risques aussi de guerre seront élevés. Donc la charte de l'ONU, c'est-à-dire le texte fondamental qui instaure la création de l'ONU et qui en fixe les règles, est adoptée dans la ville californienne américaine de San Francisco et elle est adoptée par au total 50 États.